C'est indéniable, Vladimir Poutine est le personnage le plus important de ce XXIe siècle. S'il est un nom qui depuis près de 25 ans maintenant déchaîne toutes les passions et alimente un flot ininterrompu de fantasmes et de théories plus extravagantes les unes que les autres, c'est bien celui de Poutine. Figure centrale de la scène politique mondiale, son ascension au sommet de l'État russe a remis la Russie au centre de l'échiquier mondial après près d'une décennie d'agonie dont personne n'aurait pensé possible de se relever. Et malgré toutes les tentatives de le présenter comme un autocrate maintenant son pouvoir par la seule peur, les statistiques sont pourtant sans appel. Selon le Centre Levada, financé par des fonds occidentaux et réputé pour n'avoir aucune sympathie pour le gouvernement russe, 87% des Russes soutiennent leur président. Alors comment expliquer une telle popularité ? Eh bien, peut-être qu'il faut regarder du côté de son bilan, après près de 25 années passées au sommet de l'État. Parcours atypique, ascension fulgurante. Depuis son arrivée au pouvoir en 1999, il a refaçonné la Russie en profondeur, en consolidant non seulement sa position sur la scène internationale, mais surtout en la redressant de l'intérieur par une série de mesures et de réformes à long terme. Car oui, ce niveau de confiance du peuple russe envers Vladimir Poutine ne peut être comprise qu'en tenant compte des bouleversements politiques, économiques et sociaux qu'a traversé la Russie post-soviétique. Et c'est précisément ce contexte qui est trop souvent passé sous silence par les médias, qui ne donne qu'une vision partielle et souvent déformée de la réalité. La trajectoire unique suivie par Poutine, mêlant pragmatisme et stratégie, ne cesse d'alimenter le débat mondial et de façonner les rapports entre les grandes puissances. Et c'est précisément la chronologie de ce parcours que nous allons retracer dans cette vidéo. Né en 1952 à Leningrad, l'ancien nom de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a grandi dans une ville marquée par les séquelles du siège nazi. Une phase charnière de l'histoire russe par laquelle le jeune Vladimir sera, comme l'immense majorité de ses compatriotes, directement touché, puisque son père avait participé au combat lors du blocus de Leningrad entre 1941 et 1944. Ce contexte forgea son caractère résilient et son enfance modeste dans une Union soviétique en pleine guerre froide a nourri son attachement aux valeurs patriotiques. C'est dans cette atmosphère complexe qu'il tirera ses premières leçons de vie, comme en témoigne sa célèbre phrase. Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. À l'âge adulte, il intègre le KGB, une expérience déterminante qui lui offre une compréhension approfondie des rouages de l'État et des réalités complexes du pays. Durant cette période, Poutine développe également un regard critique sur le système soviétique tout en reconnaissant ses réalisations. Il évoquera par exemple dès 2000 dans une interview que la centralisation excessive du pouvoir a finalement fini par totalement paralyser le pays de l'intérieur. Un peu plus tard, dans un autre discours, en 2012, il évoquera l'échec de l'URSS à assumer les conséquences des redécoupages des pays qu'il a composés et en premier lieu la cohabitation interethnique. Ces réflexions influenceront ses décisions politiques dès le début de sa carrière en tant que maire adjoint de Saint-Pétersbourg dans les années 90. Il s'illustre alors par son pragmatisme, gérant une ville en proie à de profonds bouleversements économiques et sociaux. Car oui, comme partout ailleurs, le contexte des années 90 est absolument désastreux à tout point de vue. En Russie, comme dans tous les ex-pays soviétiques. C'est-à-dire que le système a été totalement pris en main par l'oligarchie et la pègre, qui a su tirer parti du chaos de la chute de l'URSS pour s'approprier des pans entiers de l'économie et par conséquent une influence politique démesurée. C'est un véritable dépeçage du pays qui a eu lieu en l'espace de quelques semaines seulement par divers moyens. Rachat des actions des entreprises distribuées aux anciens employés pour une bouchée de pain, littéralement, délit d'initié lors de l'introduction des ex-entreprises soviétiques sur les marchés internationaux. Et Vladimir Poutine parle de cette catastrophe. Считаю распад Советского Союза огромной трагедией XX века. Знаете почему? Прежде всего потому, что в одночасье за границами Российской Федерации оказались 25 миллионов русских людей. Они жили в единой стране, вдруг оказались за границей. Представляете, сколько проблем возникло? Бытовые вопросы, разъединение семей, экономические проблемы, социальные проблемы. Просто не перечислить все. А вы считаете это нормально, что 25 миллионов человек, русских людей, оказались вдруг за границей? Русские оказались самой большой разделенной нацией в мире сегодня. Это не проблема? Для вас нет.
для меня проблема. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre Poutine va devoir se faire élire après la démission de Boris Yeltsin, le premier président russe, le 31 décembre 1999, qui le propulse de facto à la place de président par intérim. Une manœuvre délicate, car pour s'assurer une victoire dès le premier tour, Poutine devait rassurer ses élites économiques et politiques qui tenaient les rênes du pays. C'est la raison pour laquelle initialement il a adopté une attitude plutôt complaisante envers les oligarques, se présentant comme un leader stable et pragmatique. Et c'est cette complaisance de façade qui lui a permis de s'assurer leur soutien, ou à tout du moins leur neutralité, pendant la campagne électorale. Alors, changement de décor, parce que je ne suis plus tout seul, je suis avec Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Thomas. Donc, tu es arrivé le 26 mars 2000, le jour d'investiture de Vladimir Poutine. Et C'est le jour de son élection en fait. oui, donc c'est pile poil. En fait, le timing est parfait pour nous parler justement de Vladimir Poutine. Comment les Russes vivaient il y a 25 ans ? Parce qu'après les années Yeltsin, ça devait être assez catastrophique, malgré tout. Effectivement, alors ça avait commencé à s'améliorer puisqu'on avait eu un Premier ministre juste avant que Vladimir Poutine lui-même devienne Premier ministre, puisqu'en fait Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 1999. Et il prend la succession de Yevgeny Primakov, qui avait été un bon Premier ministre, qui avait commencé à faire quelques réformes, mais les oligarques avaient eu sa peau. Et donc après est arrivé Vladimir Poutine, et on peut dire qu'à cette époque-là, l'atmosphère en Russie est plutôt déprimée. Même si, pour des raisons, je dirais macroéconomiques, notamment l'augmentation des prix du pétrole, les choses commencent un petit peu à s'améliorer. Mais la Russie est en guerre, en fait, à l'intérieur de son territoire, puisque Vladimir Poutine est arrivé au moment de la deuxième guerre de Tchétchénie. La Russie est endettée auprès du Club de Paris, et les gens sont effectivement assez déprimés. On peut dire des conversations que j'avais avec les Russes, il y avait ils doutaient d'eux-mêmes, en fait. Ils doutaient d'eux-mêmes et ils doutaient de la Russie. Sauf qu'une fois élu, Poutine va rapidement entreprendre une reprise en main totale de l'État russe. L'essentiel de son premier mandat sera ainsi consacré à s'attaquer frontalement à ces puissances qui avaient profité du chaos post-soviétique. Certains oligarques qui n'ont pas accepté les nouvelles règles, comme Mikhail Khodorkovsky, furent emprisonnés ou exilés, tandis que d'autres, comme Boris Berezovsky, ont fui le pays. Et ces actions se sont accompagnées de mesures fermes pour recentrer le pouvoir entre les mains de l'État et réduire l'influence des clans privés qui détruisaient complètement le pays. C'est tout à fait inacceptable. Même si les propriétaires ne sont pas d'accord, cette usine rouvrira ses portes, avec ou sans eux. Est-ce que tout le monde a signé l'accord? Deripaska, vous avez signé? Je ne vois pas votre signature. Venez signer l'accord. Allez-y. Rendez-moi mon stylo. Et c'est sans doute là le premier chapitre de la montée en prestige de Poutine auprès de la population russe, par des réformes économiques et sociales radicales. Poutine est parvenu à stabiliser une Russie en crise, redressant l'économie grâce à une gestion plus centralisée et à la montée des prix des hydrocarbures dans un premier temps. Cette période a non seulement marqué le début du retour de la Russie en tant qu'acteur fort sur la scène internationale, mais a aussi mis fin au chaos et à l'humiliation des années 90, comme le dira le dernier dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, lui-même lors d'une interview à la BBC. Короче говоря, у нашего президента досталось наследство такое, что дело он имел с хаосом. И все увидели, что он хаоса остановил процесс этот, взял в руки все по-настоящему. По-моему, доходит до нас по прессе, что народ за то, что пусть он еще до конца доведет, еще не все сделано. Et parmi les nombreuses mesures visant à redresser le niveau de vie de la population russe, l'une des premières mesures fut la stabilisation macroéconomique avec une réforme fiscale majeure. En introduisant un impôt forfaitaire de 13% sur le revenu, le système fiscal a été amplement simplifié, ce qui a encouragé les investissements et stimulé la croissance. Il faut ajouter à cela, lors de son premier mandat, une hausse spectaculaire des prix des hydrocarbures combinée à une gestion rigoureuse. Cela a notamment permis à l'État de rembourser une grande partie de sa dette extérieure et de constituer un fonds de stabilisation. Parce que oui, à la chute de l'URSS, la Russie avait non seulement hérité de la dette de la République socialiste soviétique de Russie, mais aussi des dettes
de toutes les autres républiques. Et ce n'est qu'en 2006 que l'ensemble des dettes de l'URSS ont fini d'être remboursées par la Russie, grâce à ces mesures notamment. Cette information est volontairement par ailleurs oubliée par les pseudo-analystes occidentaux. En 2023, la Russie avait par exemple une dette publique de 15% de son PIB, ce qui en fait le pays le moins endetté du G20 et près de 2 fois moins que la Turquie qui était la deuxième économie la moins endettée. Grâce à cela, on a vu apparaître dans cette période une augmentation massive des salaires moyens qui doublèrent en 5 ans, tout en réduisant le chômage. Le niveau de vie des Russes s'en est fortement amélioré, avec une diminution significative de la pauvreté endémique des années 90. Mais au-delà de l'économie, Poutine s'est dès le départ attaché à réhabiliter le système social et les infrastructures qui étaient en ruine après une décennie de négligence totale. Des investissements massifs ont été ainsi alloués à la modernisation des écoles, des hôpitaux et des réseaux de transport. Il n'y a qu'à voir l'excellent exemple du métro moscovite dont je vous avais fait une vidéo que je vous invite à aller voir. En parallèle, des réformes furent introduites dans les secteurs de la santé et de l'éducation et in fine, pour chaque citoyen, ce qui ressort de manière évidente de toutes ces mesures et réformes adoptées dès le premier mandat de Poutine, c'est une amélioration générale des conditions pour des dizaines de millions de Russes. Comment, pendant ces 2 premiers mandats, Vladimir Poutine a réussi à réhabiliter la Russie et ton point de vue en interne, qu'est-ce que tu as vu comme amélioration de vie ? La première chose qu'a fait Vladimir Poutine, c'est des réformes économiques, quasiment immédiatement. Et également, au bout de 6 mois, il a réuni les oligarques, qui d'ailleurs en partie étaient responsables de son arrivée au pouvoir, qui avaient cru pouvoir le manipuler. Et il leur fait passer ce message, c'est que bon, on va pas remettre en cause, en gros, tout ce que vous avez, tout ce dont vous êtes emparés, hein, les actifs industriels de l'Union soviétique, mais vous payez des impôts et vous arrêtez de faire de la politique. Il faut dire que la plupart des oligarques ont compris. Il y en a 2 qui sont connus qui n'ont pas compris. C'était Berezovsky, qui a fini en exil à Londres, et Khodorkovsky, qui a fini en prison. Mais dans l'ensemble, cette remise au pas des oligarques a fonctionné. Et au même moment, Vladimir Poutine a fait de très grandes réformes économiques, qu'on pourrait dire d'inspiration libérale, notamment avec une flat tax, avec une simplification du système fiscal qui a immédiatement, comme ça a simplifié les choses, provoqué une augmentation de la récolte des impôts. Donc l'impôt a commencé à rentrer et effectivement, Vladimir Poutine a bénéficié d'un prix du baril, du pétrole et du gaz qui a largement augmenté, ce qui lui a permis de lancer de profondes réformes économiques. Et on a été, il faut se rendre compte, jusqu'à la crise américaine de 2008, à en moyenne 7% de croissance par an. Donc la Russie a pu rembourser sa dette auprès du Club de Paris et petit à petit se remettre sur les rails et commencer, à partir de 2004, on voit également l'État russe réinvestir dans son armée. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Et puis enfin, du point de vue politico-stratégique, jusqu'en 2007, on peut dire que Vladimir Poutine est assez discret, parce que, encore une fois, la Russie n'a pas les moyens de toute manière d'imposer sa volonté, parce qu'elle est endettée, les réformes n'ont pas encore donné résultat. Donc Vladimir Poutine soutient George Bush Jr. au moment des attentats du 11 septembre. Mais à partir de 2007, il y a cette fameuse conférence à Munich, où là, on peut dire que c'est le retour de la Russie sur la scène internationale, avec une volonté propre, et où l'hégémon américain est remis en cause. C'est parce que ça fait suite donc, aux révolutions de couleur qui ont eu lieu en Géorgie en 2003 et en Ukraine en 2004. D'un point de vue personnel, entre 2000 et 2008, donc pendant les 2 premiers mandats de Vladimir Poutine, tu as vu une évolution, je suppose, des villes en termes d'infrastructures et de la qualité de vie, de niveau de vie des Russes. Tout à fait. Évidemment, là où ça a changé tout de suite le plus rapidement, ça a été Moscou, puisqu'en plus j'y habitais, mais j'ai aussi habité en province, donc j'ai vu aussi l'évolution en province. J'ai eu des différents métiers qui m'ont poussé à beaucoup voyager en Russie, et j'ai vu l'évolution très rapide, en fait, l'amélioration très rapide du système. Et contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas Moscou et le reste de la Russie. En fait, il y a Moscou qui donne le ton au reste de la Russie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on appelle les villes millionnaires, eh bien, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai connu il y a 25 ans. Pour la petite anecdote, je me souviens que j'ai atterri un jour à l'aéroport de Rostov. Je suis allé régulièrement pour mon travail à Rostov.
Et je crois que c'était en 2000, je ne sais plus quelle année, mais l'aéroport venait d'être refait pour les Jeux Olympiques, pour la Coupe du Monde de football. Et j'ai cru que je m'étais trompé de ville en arrivant. Donc tellement c'était, on est passé d'un aéroport soviétique à un aéroport ultramoderne. Mais j'ai vu ça également à Yekaterinbourg. Donc les infrastructures se sont considérablement améliorées. C'est pareil, moi j'ai beaucoup roulé en Russie en voiture. Aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, que la Russie avait deux problèmes, Duraki, Darogi, les idiots et les routes. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça sur les routes en tout cas. Et sur les idiots, il y en a sans doute encore, mais pas au gouvernement russe, Dieu merci. C'est aussi une période au cours de laquelle Poutine va tenter de rapprocher la Russie de l'Union européenne, en cherchant à renforcer les échanges commerciaux et politiques. Pour cela, plusieurs partenariats ont été conclus dans les domaines de l'énergie et de la sécurité, comme le dialogue Russie-UE lancé en octobre 2000. Les premières discussions au sujet de Nord Stream pour l'approvisionnement stable et bon marché de l'UE en gaz russe, ou encore les accords sur la lutte contre le terrorisme après les événements du 11 septembre 2001, où Poutine a été le premier président à appeler le président américain. Cependant, dès la fin de son premier mandat, il apparaît pour Vladimir Poutine que le rapprochement et la normalisation des relations avec l'Occident après la guerre froide sont bien plus complexes que prévu, et il se heurte à une forte résistance de la part de l'Ouest. Pourquoi Vladimir Poutine a essayé tant bien que mal à essayer de se rapprocher avec l'Ouest qui n'avait vraisemblablement vraiment pas envie en fait, de se rapprocher avec la Russie? Mais il faut voir que Vladimir, c'est un homme de son temps, Vladimir Poutine. C'est quelqu'un qui a compris, d'ailleurs il y a une interview de lui quand il est à la mairie de Saint-Pétersbourg, on est encore en URSS, c'était en 1991, et où il critique le système soviétique, notamment le fait que le marché, il n'y a pas d'économie de marché, et que donc ça ne fonctionne pas, c'est le cas de le dire. Et en fait, pour lui, réellement, je pense que comme d'ailleurs pour beaucoup de Russes de sa génération, l'Occident était un modèle, au moins du point de vue économique, du point de vue des libertés publiques également. Et donc il y a toute une phase en fait dans les années 90 où réellement les Russes, et moi j'ai un peu vécu ça au début des années 2000, veulent ressembler aux Occidentaux. Et puis je pense qu'il y a une rupture, c'est le bombardement de la Serbie en 1999, qui a profondément marqué les élites russes, qui a profondément marqué Vladimir Poutine. D'ailleurs, il en a parlé. Et donc, il y a eu petit à petit une perte de confiance. Ensuite, il y a eu la trahison des garanties qui avaient été données à Gorbatchev sur la non-expansion de l'OTAN. Donc, en plus, c'est Vladimir Poutine qui se l'est prise, à la fois en tant que Premier ministre et puis ensuite en tant que président de la Russie. Donc, l'OTAN s'était étendue jusqu'aux frontières de la Russie. Il y avait même eu l'intention, auquel avait résisté à l'époque d'ailleurs Nicolas Sarkozy et c'était Angela Merkel, je crois, donc de faire rentrer l'Ukraine et la Géorgie, donc ça n'a pas été fait. On parlait aussi de la Russie dans l'OTAN. Il avait posé la question dans l'interview qu'il a donnée à Tucker Carlson, il l'a dit, je pense que c'était pour lui plutôt un test. Mais effectivement, encore une fois, la Russie, y compris celle de Vladimir Poutine, se serait bien vue comme une partie je dirais pas de l'Occident, mais disons un pays qui aurait pu coopérer. Et ça, la politique suivie par le président Clinton, par les démocrates américains et ensuite par George Bush, fils, l'a rendu impossible. C'est très bien expliqué d'ailleurs par mon maître Jean-Jean Issoutou dans son dernier bouquin, La Grande Rupture. C'est vraiment c'est une occasion manquée. Et la responsabilité est totalement celle de l'administration américaine et, je dirais, des élites européennes, mais plutôt par leur faiblesse que par leur volonté. En fait, ils se sont complètement alignés sur... il y a eu une perte de volonté d'exister des grandes nations européennes comme l'Allemagne ou la France dès le début des années 90, en fait, et petit à petit un alignement complet. Donc ça, évidemment, c'est une occasion manquée et aujourd'hui, il n'en est plus question. Et parmi les catalyseurs de ce constat de Poutine sur ses relations avec l'Ouest, on retrouve les premières ingérences ayant eu lieu en Ukraine en 2004. Car oui, la révolution orange de 2004 en Ukraine ne fut pas seulement un soulèvement populaire consécutif à un mécontentement au sujet des élections. Elle a été amplement soutenue par des organisations occidentales qui ont conduit à l'annulation des résultats initiaux et à l'élection de Viktor Yushchenko, un candidat pro-occidental. Et naturellement, pour Poutine, cet événement a été perçu comme une tentative des puissances occidentales d'étendre leur influence dans l'espace post-soviétique, menaçant ainsi les intérêts stratégiques et sécuritaires de la Russie. Et cette prise de conscience s'est illustrée pleinement en 2006, lors de la fameuse conférence de Munich sur la sécurité, où Vladimir Poutine a prononcé un discours retentissant.
Il a entre autres dénoncé l'unilatéralisme des États-Unis et critiqué l'expansion continue de l'OTAN vers les frontières russes, malgré les assurances données après la guerre froide. Убежден, мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности. Разве мы должны безучастно и безвольно взирать на различные внутренние конфликты в отдельных странах, на действия авторитарных режимов, тиранов, на распространение оружия массового уничтожения? Конечно, это вопрос серьезный. Можем ли мы безучастно смотреть на то, что происходит? Я попробую ответить на ваш вопрос тоже. Конечно, мы не должны смотреть безучастно. Конечно, нет. Но есть ли у нас средства, чтобы противостоять этим угрозам? Конечно, есть. Il a également exprimé son inquiétude face à la sortie unilatérale des États-Unis du traité sur les missiles antibalistiques en 2002, qu'il considérait comme un pilier de la stabilité stratégique mondiale. En bref, pour la première fois sans doute de manière si directe, Poutine y a présenté une vision d'un monde multipolaire rejetant l'hégémonie américaine. Et bien sûr, ce discours a marqué un tournant dans la politique internationale russe, posant les bases d'une posture plus réservée face à l'Occident. Les relations se sont tendues, car Moscou percevait les actions occidentales comme des menaces sécuritaires sérieuses, exacerbées par l'élargissement de l'OTAN à des pays de l'Europe de l'Est, alors même qu'en 1991, il avait été promis, oralement certes, que l'OTAN ne progresserait pas d'un pouce vers l'Est. En cela, Poutine a su montrer à sa population que malgré sa volonté de lier des partenariats durables avec l'Occident et d'inscrire la Russie en tant qu'acteur de la coopération internationale, il ne le ferait pas au prix de la souveraineté ou de la sécurité du pays. Cette position sera donc perçue comme un message fort tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Malgré cela, dans les années qui suivent, Poutine va poursuivre cette dynamique de coopération avec l'UE, notamment dans les domaines énergétiques et économiques. Des projets comme les fameux Nord Stream avancent rapidement, renforçant la position de la Russie comme fournisseur clé de gaz pour l'Europe, et bon marché en plus. Moscou cherche également à diversifier ses relations économiques en intensifiant les échanges commerciaux avec plusieurs pays de l'UE, et en développant des partenariats technologiques comme les accords avec Siemens pour moderniser les infrastructures ferroviaires russes. Nous pouvons citer par exemple le Sapsan, le TGV russe. Et sur le plan interne, cette période est marquée par la poursuite des réformes économiques. Le gouvernement investit massivement dans la modernisation industrielle et les infrastructures avec des projets comme le développement de Skolkovo, présenté comme la future Silicon Valley russe. D'ailleurs, si vous vouliez que je prenne la caméra et que j'y aille y faire un tour, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire comme d'autres sujets pareils. Et d'ailleurs, dans le domaine numérique, les bases d'une industrie technologique russe compétitive sont posées durant cette période avec le développement de géants locaux comme Yandex, le groupe Mail.ru et Kaspersky. Des réformes sociales se poursuivent également, notamment avec des augmentations des pensions et des programmes pour réduire les inégalités régionales. La Russie connaît alors de manière constante depuis plus d'une décennie maintenant une période de forte croissance économique soutenue entre autres par les prix élevés des hydrocarbures. Et bien sûr, la population russe, une fois de plus, est la première à en bénéficier. Recul constant du chômage, augmentation des salaires et des pensions, amélioration générale des services et de l'infrastructure, jusqu'à ce que la crise financière mondiale de 2008 vienne ralentir cet élan. Mais malgré ce choc, le pays fait preuve d'une résilience relativement élevée, grâce entre autres à son fonds de stabilisation, créé justement par Poutine 8 ans plus tôt, pour protéger l'économie des fluctuations des prix du pétrole. C'est aussi à cette période, consciente que la dépendance aux hydrocarbures est dangereuse, que la Russie va se lancer dans une diversification réussie, malgré ce que l'on entend dans les médias occidentaux, de son économie. Et par ailleurs, toujours dans cette idée de bâtir une économie forte, la souveraineté russe s'affirme, Moscou augmente son contrôle sur les grandes entreprises stratégiques, notamment dans les secteurs vitaux de l'énergie et de l'industrie militaire. Des mesures telles que la renationalisation partielle de Gazprom et la reprise en main de Yukos après le procès de son PDG Mikhail Khodorkovsky pour fraude fiscale et blanchiment d'argent renforcent l'influence de l'État. Sur le plan géopolitique, la Russie intensifie également ses efforts pour sécuriser son étranger proche, comme en témoigne son intervention en Géorgie en 2008, qui montre sa volonté de défendre ses intérêts stratégiques face à l'expansion de l'influence occidentale et aussi parce que les Géorgiens avaient tiré sur des Russes. Et après un bref interlude Medvedev de 2008 à 2012, Poutine plus que jamais apparaît comme un choix évident pour les Russes en 2012. C'est que Medvedev a dû subir les conséquences de la crise économique de 2008 et ses impacts sur la Russie.
Cela explique sa difficulté à maintenir sa popularité auprès du peuple et durant son mandat, elle déclinera peu à peu, passant de près de 83% en 2008 à environ 60% à la fin de son mandat, ce qui reste tout de même plus que n'importe quel président français après n'importe quel mandat. C'est que la conjugaison de la mauvaise conjoncture économique mondiale et du bilan extrêmement positif de son prédécesseur ne fait que souligner les mauvais résultats de son propre mandat. Et dans ce contexte évident, tous les regards et les votes des Russes se tournent de nouveau vers celui qui, durant 2 mandats, leur a prouvé qu'il était apte à mener le pays vers une amélioration généralisée dans tous les domaines. Mais la réélection de Poutine en 2012 intervient aussi dans un contexte de tension croissante avec l'Ouest. À l'international, les relations avec l'Occident deviennent de plus en plus conflictuelles, notamment en raison des divergences sur les questions de sécurité, de l'élargissement de l'OTAN et des ingérences désinhibées dans les affaires intérieures des pays voisins. La réélection de Vladimir Poutine en 2012 a été un tournant en Russie et dans le monde, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui a été ce changement du post-Medvedev ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le moment où il y a eu des manifestations les plus significatives à Moscou. Mais il faut quand même largement relativiser. Moscou était, à leur époque, il devait peut-être y avoir un peu moins de 12 millions d'habitants. La plus grande manifestation a dû rassembler, en prenant les chiffres qui avaient été donnés par l'opposition, autour de 80 000. Donc c'est rien, en fait, par rapport à ce que nous, on connaît en France, par exemple, c'est absolument insignifiant. Mais cela dit, il y a quand même une majorité, pas une majorité, mais une bonne partie des Russes qui n'ont pas apprécié cette transition. C'est-à-dire que, Dmitri Medvedev a dit je redonne la main à Vladimir Poutine. Comme un peu, d'ailleurs, ça avait été annoncé au début, quand il arrive au pouvoir. Et je parle de Dmitri Medvedev, on lui demande, je crois que c'était en 2010, on lui dit mais qui va être candidat ? Et il répond celui qui sera le mieux placé. Et il se trouve que la Russie a pris quand même de plein fouet la crise américaine de 2008. Donc, alors que pendant 8 ans, les Russes avaient été habitués à 7,5 points de croissance par an, tout d'un coup, la Russie rentre en crise, subit les conséquences de la crise américaine. Et donc ça, Medvedev en a porté la responsabilité. Et donc, il était clair qu'en 2012, le meilleur candidat entre les deux était Vladimir Poutine. Mais la manière dont ça s'est fait était un peu cavalière. Et donc, l'opposition, et notamment l'opposition contrôlée par l'étranger, celle à l'époque, c'est d'Alexei Navalny, mais pas seulement, il y avait Ksenia Sobchak aussi, si je me souviens bien, ou Daltsov également, qui était un espèce de trotskiste, on va dire, pour mettre un peu, pour donner une idée à quoi ça pourrait ressembler en France. Eh bien, donc là, il y a eu les plus grandes manifestations. Et je pense que c'est un moment clé, parce que malgré tout, Vladimir Poutine a été réélu au premier tour. Et je pense que les Occidentaux ont compris qu'une révolution colorée en Russie n'était pas possible. Et donc à partir de là, ça a provoqué une radicalisation du côté des Occidentaux, alors que, comme du côté de Vladimir Poutine, eh bien, ça a rassuré sur le fait qu'on ne pouvait pas manipuler la population russe comme on manipulait la population ukrainienne, géorgienne. Il y a plutôt eu un assouplissement. Et par exemple, jusqu'au début de l'opération militaire spéciale, vous aviez un canal d'opposition qui s'appelait Doge TV, qui était vraiment ce qu'on appelle ici les libérales, nés pro-Occident, pro-américains. Donc en fait, il y avait finalement, par rapport à l'opposition, beaucoup plus de liberté en Russie qu'on peut en avoir en France. Et donc c'était plutôt, c'était le début, je dirais, d'un peu un relâchement. La tension s'est largement apaisée à partir de 2012 dans la vie intérieure russe. Après, à l'extérieur, ça a été évidemment, il y a eu cet épisode de Maïdan qui a tout compliqué. Et dans ce processus, le tournant critique survient fin 2013 avec les manifestations de l'Euromaïdan en Ukraine. Initialement motivé par le refus, ma foi très logique, du président Viktor Yanukovych de signer un accord d'association avec l'Union européenne parce que les Russes proposaient quelque chose de beaucoup plus intéressant, ces manifestations dégénèrent rapidement en une crise politique majeure. Au départ, une solution pacifique avait été retenue dès février 2014 avec un accord signé entre Yanukovych et les leaders de l'opposition sous la médiation des ministres des Affaires étrangères de la France, Laurent Fabius, de l'Allemagne et de la Pologne. Cet accord prévoit des élections anticipées dans un délai de 6 mois. Mais comme on le sait aujourd'hui, moins de 24 heures après la signature de cet accord, la situation bascule. L'armée se retire, conformément aux engagements pris par Yanukovych, mais les éléments radicaux parmi les manifestants renversent le président par la force. Un coup d'État, il faut appeler un chat à chat quand même. Et en parallèle, des rapports balistiques mentionnent la présence de snipers, ce qui ne fait que s'ajouter aux innombrables preuves de l'ingérence occidentale dans le processus et l'instrumentalisation de cette crise
Ne vous inquiétez pas, les Ukrainiens n'étaient pas tous à vouloir à ce point à Maïdan. Et en conséquence, face à l'instabilité en Ukraine, les troupes russes présentes dans la base de Sébastopol en Crimée avancent sans aucune révolte de la part de la population et même des soldats ukrainiens sur place. Vladimir Poutine décide alors d'organiser un référendum en Crimée où une majorité écrasante de la population locale vote en faveur d'un rattachement à la Fédération de Russie. 96,77% de voix favorables au rattachement pour un taux de participation de 83,1%. Référendum qui aboutira en mars 2014 à ce que la Crimée est officiellement rattachée à la Russie. Et auprès des acteurs occidentaux, cela provoque une condamnation unanime et brutale puisque la Russie est accusée de violer le droit international. Vous savez, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'est valable que quand ça les arrange, comme d'habitude. C'est ainsi qu'en rétorsion, une première vague de sanctions est imposée à la Russie dès février 2014. Ces mesures ciblant les secteurs bancaires, énergétiques et militaires s'aggravent nettement après la tragédie du vol MH17, dont plusieurs rapports mettent en évidence qu'il le fait soit de forces séparatistes pro-russes, soit de l'armée ukrainienne elle-même. Malgré cela, il en résultera l'annulation de contrats majeurs, comme la vente des navires Mistral par la France, ce qui est une sacrée blague au passage, car les Français avaient déjà fourni les plans russes, et les restrictions sur les exportations agricoles et technologiques frappent durement, au départ, l'économie russe. Dans un premier temps, la population et les investisseurs sont plongés dans l'incertitude, et les craintes sont grandes en interne, car la situation est inédite. Mais malgré ces sanctions, la Russie parvient à se redresser, et bien loin de s'effondrer comme initialement attendu, elle saura même utiliser cette crise pour réorienter son économie. Dans l'agriculture, par exemple, un effort massif de développement transforme le pays en puissance agricole de premier plan. Par exemple, là où la Russie importait du blé français, désormais la Russie exporte du blé dans les marchés historiques de l'Hexagone, comme le Maghreb. Moscou devient par ailleurs le premier exportateur mondial de blé et développe des infrastructures comme des usines pour soutenir cette industrie. En quelques années, elle passe d'un pays importateur à un pays exportateur agricole majeur. Mais au-delà du secteur agricole, c'est l'ensemble de l'industrie nationale qui se renforce. Par exemple, le secteur de la défense accroît sa production et de nouvelles usines ouvrent dans des domaines variés, allant de l'automobile à l'aéronautique par exemple. En clair, la Russie réduit grandement sa dépendance, y compris technologique, envers l'Occident, et cela en développant des alternatives locales. Et en interne, la situation se stabilise très rapidement et les améliorations dans le quotidien des Russes reprennent leur cours normal malgré les sanctions. Et puis la résilience russe est aussi très culturelle. Ils ont l'habitude depuis des siècles de ce type de situation. Durant cette période, des réformes de numérisation généralisée continuent de moderniser l'administration russe. Des plateformes en ligne centralisent les services publics, rendant les démarches administratives plus rapides et accessibles aux citoyens. Par exemple, le portail Gosuslogi permet aux Russes d'accéder à des services tels que le paiement des impôts, l'inscription aux écoles ou encore les consultations médicales, et j'en passe beaucoup. En 2014, donc suite à Maïdan, au rattachement de la Crimée et de la guerre dans le Donbass qui a débuté, les premières sanctions assez importantes sont arrivées à l'encontre de la Russie, pensant pouvoir déstabiliser complètement la Russie. Quel a été ton ressenti sur place? Parce que les sanctions ont été efficaces peut-être la première année et après, comment ça s'est déroulé? En fait, non, les sanctions n'ont pas été efficaces. Ce qui s'est passé, c'est que les sanctions sont arrivées à un moment où la Banque centrale a décidé de laisser filer le rouble. Le rouble était trop cher par rapport à la compétitivité russe. Et la Banque centrale, je pense, a utilisé le prétexte du fait qu'on est sous sanctions pour laisser filer le rouble. Et ce qui fait que les Russes, en 2014, quand ils ont vu ce que les Occidentaux organisaient en Ukraine, ils ont serré les coudes derrière leurs dirigeants. Et donc ça a permis de laisser filer le rouble qui est passé de 40 roubles pour 1 euro, quasiment le double. Hein. Et ça, c'était une excellente chose pour l'économie russe. Ça s'appelle une dévaluation compétitive et quelque chose qui n'aurait pas été possible sans les sanctions. Donc ça a été mis sur le dos des sanctions, mais globalement, si vous lisiez la presse économique de l'époque, les analystes économiques, tout le monde expliquait que le rouble était trop cher. 40 roubles pour 1 euro, c'était trop cher. Et donc, en fait, ça a provoqué donc une dévaluation compétitive, ce qui était une bonne chose. Alors évidemment, il y a eu une inflation, mais il y a des tas de choses qui ont pu se mettre en place grâce à ça. Et surtout, ça a forcé la Russie à commencer à produire elle-même ce qu'elle importait. Et notamment, on l'a vu dans les produits agricoles. Et puisque parallèlement à ça, la Russie, elle, a mis des contre-sanctions. Et finalement, c'est cette dévaluation compétitive et les contre-sanctions russes qui ont été le plus dur à supporter, on va dire, jusqu'en 2018 par la population russe. Mais à partir de ces 2-3 ans, en fait, le bénéfice pour l'économie russe a été colossal. On le voit maintenant. La Russie est sans doute la première puissance agricole. Ça a tiré
toute la partie industrielle des systèmes, des mécaniques agricoles. Et il y a aussi d'autres sanctions qui ont été mises, mais seulement sur la Crimée, qui ont été aussi exceptionnellement bénéfiques à la Russie. C'est-à-dire que la Crimée a été sanctionnée, le système Visa Mastercard ne fonctionnait plus, et les transferts d'argent utilisant le SWIFT ne fonctionnaient plus. Ce qui fait que la Russie, en 2014, a dû créer son propre système, la carte MIR, qui coûtait en plus moins cher que Visa Mastercard, et son propre système de messagerie interbancaire, le FPFS. Donc en 2022, quand les sanctions étaient prises cette fois pour toute la Russie sur les cartes de crédit et sur les messageries interbancaires, quand vous viviez en Russie, vous ne vous en rendiez même pas compte. Donc en fait, c'est l'année 2014, les sanctions et les contre-sanctions qui ont été prises par la Russie ont été l'occasion d'un saut qualitatif qui m'a poussé à croire qu'en 2022, une des motivations de Vladimir Poutine dans l'opération militaire spéciale, c'était les sanctions, pour permettre encore un saut qualitatif. Difficile, évidemment, que les sanctions, c'est toujours difficile à supporter pour une population, mais le résultat à un horizon de 4-5 ans va être exceptionnel pour l'économie russe. Et ce travail d'équilibriste de Vladimir Poutine, consistant à assurer les intérêts vitaux de la Russie et de ses citoyens sur la scène internationale, tout en évitant toute escalade dangereuse, ne suffira malheureusement pas à normaliser les relations avec les partenaires occidentaux. Et pour le peuple russe, bien qu'attristé par ce rejet atavique de la Russie par le bloc de l'Ouest, le constat reste évident. Poutine, durant plus d'une décennie, a bien tenté d'établir un dialogue sain et des relations équitables avec ses partenaires occidentaux par tous les canaux possibles. Et malgré cela, les relations entre la Russie et l'Occident ont continué à se tendre au cours des dernières années. Une tension exacerbée par le retrait unilatéral des États-Unis en 2019 du traité INF, un accord crucial pour la stabilité stratégique en Europe. Ce retrait a marqué une étape importante dans la désintégration des cadres de désarmement établis pendant la guerre froide et porté un sérieux coup à la sécurité en Europe. Cependant, les menaces perçues par la Russie dans son espace proche continuaient aussi de croître. Le projet Unifier, un programme canadien de formation militaire en Ukraine, ainsi que l'existence de nombreuses bases d'entraînement supervisées par l'OTAN sur le territoire ukrainien, ont alimenté les inquiétudes de Moscou quant à une militarisation croissante à ses frontières. Et c'est donc dans ce contexte que cette même année, en 2019, donc, la conférence sur les nouvelles armes russes a eu lieu, constituant un véritable avertissement à quiconque envisagerait d'intenter à l'intégrité de la Fédération de Russie. Vladimir Poutine y a présenté des systèmes d'armement de pointe, notamment le missile hypersonique Avant-Garde, capable de manœuvrer à des vitesses extrêmes et de contourner les systèmes de défense antimissiles, ainsi que le système balistique intercontinental RS-28, conçu pour être impossible à intercepter. Ces présentations visent à démontrer que toute agression contre la Russie aurait des conséquences lourdes, bien trop lourdes, pour être envisageable. Даже удивительно, но несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались там в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, но все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. D'autant plus que la même année, Alexei Arestovitch, lors d'une interview sur la chaîne ukrainienne Apostrophe, avait déclaré que l'Ukraine devrait faire la guerre à la Russie pour permettre à l'Occident de la détruire par des sanctions. Ценой заступления НАТО с высокой вероятностью является полномасштабный конфликт с Россией или более масштабный конфликт с Россией, чем сейчас. Или последовательность таких конфликтов. Но в этом конфликте мы будем очень активно поддержаны Западом, вооружением, техникой, помощью, новыми санкциями против России, вполне возможно введением контингента НАТО, бесполетная зона и так далее. То есть мы ее не проиграем. Это уже хорошо. Ces paroles ont été perçues en Russie comme une preuve supplémentaire des intentions hostiles à son égard, démontrant par la même occasion au peuple russe qu'il devenait nécessaire de se prémunir contre toute action hostile. Mais malgré ces signaux d'alerte, les accords de Minsk I et Minsk II, censés résoudre pacifiquement le conflit dans le Donbass et par là même rétablir la stabilité aux frontières de la Russie, n'ont pas été respectés. Et cela a été même dit par la suite par François Hollande et Angela Merkel, gagner du temps pour armer l'Ukraine, pour se battre. Et ce n'est pas plus tard que fin 2021 que Poutine a lancé une ultime alerte sous la forme d'une lettre à Washington pour exprimer ses préoccupations sécuritaires et a appelé à des garanties, notamment sur le non-élargissement de l'OTAN à l'Ukraine. Et quelle réponse aura reçu cette lettre? Tout simplement une fin de non-recevoir. Et c'est finalement à la suite de toutes ces années à tenter de stabiliser la situation au moyen des canaux diplomatiques que la Russie a lancé son dernier recours, son intervention militaire en Ukraine en février 2022.
Une action avant tout centrée une fois de plus sur la protection des intérêts vitaux de ses citoyens. Il apparaissait nécessaire de protéger les populations russophones du Donbass, de contrer une menace croissante à ses frontières et de faire passer un message pour de bon. On vous a suffisamment laissé faire. Maintenant, on répond à vos attaques. Cette intervention a entraîné un déluge de sanctions internationales sans précédent, censées provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et cela a couvert tous les domaines dans le secteur agricole, avec l'interdiction des exportations et restrictions d'importation de produits clés, le secteur technologique, avec l'arrêt des coopérations dans les secteurs high-tech, comme les semi-conducteurs, l'énergie, avec la suspension de projets comme Nord Stream 2, la défense, avec l'interdiction d'exportation de matériel militaire. En bref, tous les secteurs sont touchés, avec à ce jour plus de 22 000 sanctions, le pays le plus sanctionné au monde. Mais malgré cela, loin de s'effondrer, la Russie a montré une résilience absolument hors du commun. Elle a non seulement diversifié son économie en stimulant des secteurs clés, et même en développant certains secteurs dans lesquels elle n'était pas implantée du tout, comme par exemple la production de systèmes ABS pour les voitures, mais aussi en augmentant sa production industrielle. Bon, du coup, parlons des 22 000 sanctions. Comment les élites occidentales ont pu penser que ça allait marcher ? Alors je pense qu'on a un mécanisme qui a été décrit par Solzhenitsyn, en fait, quand il disait, il parlait à l'époque de l'Union soviétique, il disait « ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent et pourtant ils continuent à mentir ». Et en fait, quand Poutine a désigné l'Occident comme l'empire du mensonge, c'était exactement ça. Et le problème, c'est qu'en fait, comme les élites aujourd'hui attendent de leurs conseillers, des think tanks qui travaillent pour le ministère des Affaires étrangères, qui travaillent pour le ministère de la Défense. Ils attendent en fait des rapports qui les confortent dans leur vision du monde. Et donc, par exemple, l'IFRI, je cite souvent l'Institut français de relations internationales, la Fondation pour la recherche stratégique, qui, elle, est liée au ministère de la Défense, qui dépend du ministère de la Défense français. Je prends l'exemple français essentiellement. En fait, ils ont menti parce que le gouvernement attendait d'eux qu'ils mentent. Et le gouvernement attendait d'eux qu'ils passent dans les médias, qu'ils publient des choses qui confortent les choix qui avaient été faits. Essentiellement, c'est à partir de François Hollande, puisque Maïdan, c'est sous François Hollande. Donc en fait, ils se sont trompés et ils ont demandé aux autres d'être trompés. Et donc on est arrivé à ce que quelqu'un comme Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie de l'époque, déclare qu'il allait provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ce qui était quand même, quand on connaissait réellement la puissance de l'économie russe, il faut voir que vous prenez les chiffres de 2021 de la Banque mondiale, la part d'industrie et de construction dans le PIB de la Russie, c'est 32%. En Allemagne, c'est 28%, en Italie, c'est 22%, en France, c'est 16%. La Russie, depuis, a encore augmenté. Tous les autres pays ont commencé à baisser. La France, je crois, est descendue en dessous de 10%. Donc, en fait, déjà, même avec les chiffres qui sont les chiffres des organismes internationaux, on voyait que la Russie était une économie industrielle bien plus solide que l'était toutes les autres, et qui en plus avait sa propre énergie. Alors que 28% pour l'Allemagne, c'est quelque chose d'impressionnant, mais tout dépend d'une énergie bon marché qui dépendait largement de la Russie. Et on voit le résultat aujourd'hui. Donc en fait, les dirigeants occidentaux, notamment français, ont eu les mensonges qu'ils avaient envie d'entendre. Le problème, c'est qu'ils ont oublié qu'il y a un des principes de la propagande, c'est que c'est à destination externe. C'est pour la population, la propagande. Normalement, les décisions qui sont prises par les élites sont prises sur des faits réels. Et ce qu'on a observé en France, c'est que ça n'a pas été le cas. Et à côté de ça, il ne faut aussi pas sous-estimer l'incompétence des classes dirigeantes. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, donc quand Bruno Le Maire dit « nous avons provoqué l'effondrement de l'économie russe », il le croit vraiment, d'ailleurs ça se voit. Mais parce qu'en fait, dans son ministère, on lui a expliqué que l'économie russe allait s'effondrer. En revanche, ce qui est grave, c'est que, je crois que c'est en juillet de la même année, donc là, l'Europe commence à importer massivement du gaz américain et il s'aperçoit qu'il est 4 fois plus cher. Et il fait cette déclaration incroyable en disant il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose, parler au président américain, c'est pas normal que le gaz américain soit 4 fois plus cher. Comme si Joe Biden avait les moyens d'imposer au marché de diminuer par 4 le prix du gaz qui était vendu par les fournisseurs américains. Ça veut dire qu'en fait, les mécanismes, le ministre des Finances français ne maîtrisait même pas les principes de base de l'économie de marché. Donc il y a vraiment un problème de conséquences, d'incompétence, et on le voit dans tous les ministères. C'est le cas du ministère de la Défense. Tout d'un coup, on découvre qu'on ne produit plus de poudre à canon pour les obus. On découvre qu'on n'a plus de chaînes de production de chars lourds. On découvre des tas de choses qui étaient parfaitement connues par les spécialistes, qui
par des spécialistes qui, eux, ne sont jamais consultés. Donc il y a voilà, un problème de mensonge, c'est vraiment l'empire du mensonge. C'est circulaire, ça ment tout le temps. Et également un problème d'incompétence. Je crois que c'est une des principales caractéristiques des élites de gouvernement occidental aujourd'hui. Merci Xavier pour toutes tes réponses. On peut te retrouver, par contre, vous verrez au niveau du, au niveau du fond, qu'on ne se retrouve pas dans un studio normal, mais pour ceux qui connaissent, c'est sur une chaîne que je tairai le nom pour des droits, on va dire pour la censure, mais tous les liens seront en description. Merci beaucoup à vous tous. Merci à toi Xavier. Merci. L'industrie dans son ensemble, y compris la construction, représente ainsi aujourd'hui plus de 30% du PIB, soit environ 3 fois plus qu'en France. Et cette démonstration de clairvoyance et de préparation méticuleuse de Vladimir Poutine face aux conséquences des sanctions n'a fait que renforcer encore davantage sa popularité. Et oui, les Occidentaux ont vu faux de A à Z, comme on dirait en russe, Hot A Doya. Il est perçu comme un leader capable de défendre les intérêts de son pays et d'améliorer les conditions de vie de la population, et a démontré qu'aucune de ses actions n'était prise de manière inconsidérée. Et c'est justement tout ce parcours, long de presque 25 ans maintenant, qui justifie la relation de confiance totale entre le peuple russe et son président. Après plus d'un quart de siècle dans les instances du pouvoir, Poutine a démontré à chacun que sa gestion méticuleuse du pays avait su redresser une Russie qui, sur le papier, était tout simplement morte dans les années 90 et dont personne n'aurait parié qu'elle puisse se relever. Il a su par la pratique instaurer, année après année, une décennie après l'autre, que non seulement les défis internes étaient relevés les uns après les autres, mais également que les menaces externes étaient gérées avec pragmatisme, garantissant les intérêts vitaux du pays sur la scène internationale. Et c'est là la clé de compréhension de la popularité de Poutine. Il n'est finalement jugé qu'à travers un seul prisme, son bilan. Et à travers ce seul élément implacable, on comprend alors que ce qui lie le président russe à son peuple peut se résumer en un seul et unique mot, la confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez soutenir le contenu pour vous proposer quelque chose, j'espère, qui vous plaît, c'est sur Tipeee. La page est en description et n'hésitez pas aussi à rejoindre mes autres réseaux sociaux où je développe un peu plus la vie en Russie, la pensée des Russes. Tout cela est disponible aussi en description. Et comme on dit, à la prochaine, paka paka.